Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la 3e semaine du mois de janvier 2023. Et cette semaine j'ai lu 14 mangas, c'est plutôt pas mal. Et on va commencer tout de suite avec les 2 premiers tomes de The Elf and the Hunter. Voilà, les covers. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici, c'est édité chez Soleil. Le 21 avril 2021, c'est un shonen et l'œuvre est terminée en 5 tomes, c'est une petite série. Et écoutez, j'ai pris cette série en occasion, je sais plus quand, il y a déjà un petit moment de ça, parce que ça avait l'air mignon. Quand j'avais vu l'annonce de cette sortie, je m'étais dit que ça avait l'air mignon mais sans plus. J'étais pas motivée à la faire de base, parce qu'il y a tellement de séries que je veux faire, voilà, je voulais faire ce petit sacrifice, on va dire. Mais voilà, je les ai trouvés en occasion, c'était le moment, et finalement c'est une petite série, donc pourquoi pas. Et j'ai bien fait de la commencer, c'est vraiment pas mal. Du coup, une elfe artisane qui s'appelle Magritte, crée des objets, c'est plutôt sympa. Et elle est accompagnée du coup d'un chasseur qui s'appelle Yura. Il voue un culte complet, en fait, quand il était enfant, elle lui a sauvé la vie. Et du coup, il lui a promis en fait de devenir un chasseur. Le meilleur chasseur même pour pouvoir être digne d'être auprès d'elle. Et elle lui a dit bah ok vas-y je t'attends. Et quelques années plus tard il est vraiment revenu la chercher et du coup l'accompagner dans sa vie de tous les jours. Donc voilà, elle est artisane, elle crée des objets, elle va chercher des objets avec lui et lui il est le chasseur, il la protège, il combat les monstres, il combat ce qu'il faut pour qu'elle puisse récupérer du coup ensuite tout ce dont elle a besoin pour créer. Et ça fait un duo vraiment sympa. Ils sont très attachants tous les deux. On voit vraiment qu'ils ont créé une petite connexion. Ils ont un petit lien qui est assez fort. Hein. Ils sont vraiment adorables ensemble. Ils ont vraiment cette alchimie-là. Ça nous met un petit peu dans le doute. On ne sait pas trop si ils sont amoureux ou pas. Même si, quand on commence à bien lire l'œuvre, on voit bien qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Et que petit à petit, je pense qu'on va avoir le droit à une vraie relation entre les deux. Alors ne vous fiez pas à l'apparence de Magritte, hein. Elle a l'air d'être une enfant en fait, parce qu'en fait c'est une elfe, et lui c'est un humain, donc déjà c'est deux espèces différentes, et malgré sa petite taille et tout, elle est très âgée, hein. C'est pas une vieille non plus, ça dépend comment on le prend, mais voilà, c'est pas une enfant, hein, c'est une adulte. Et voilà, faut pas faire les choquer pour ça. En plus, il se passe pas grand chose entre les deux, hein, il n'y a pas de bisous, de machin et tout. Il y a des petits contacts physiques, mais assez innocents, comme se tenir la main ou autre, ou un petit câlinou. Enfin, rien de fou. Et puis voilà, à côté, on a quand même cette histoire d'artisanat qui est très intéressant. On peut voir un petit peu ce qu'elle fait, ses techniques. C'est très malin, c'est très joli à voir parfois aussi. Et là, dans le tome 2, on voit que Yura est atteint d'une sorte de malédiction, ce qui le rend très très fort, mais ce qui peut aussi être dangereux à l'avenir. Et du coup, elle va tout faire, Magritte, pour essayer de lui enlever cette malédiction. Et franchement, on commence à rentrer dans quelque chose d'un peu plus sérieux, finalement. Et j'espère vraiment qu'elle va réussir. J'ai envie de prendre les autres tomes pour voir comment ils vont s'en sortir, comment elle va faire. Est-ce qu'elle va réussir? Parce que ça a l'air d'être quand même un sort assez conséquent, assez dur à détruire, on va dire. Donc j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir comment ils vont se dépatouiller pour arranger tout ça et ensuite écoutez, voir potentiellement leur relation devenir encore plus forte. Mais en tout cas c'est vraiment sympa, c'est vraiment très très bon. Les personnages alentours sont plutôt intéressants aussi, pas très développés, hein. On se concentre principalement sur nos deux protagonistes principaux, mais ça suffit. On n'a pas un énorme développement entre les deux, mais on voit l'essentiel, on voit comment ils se sont rencontrés à l'époque et finalement pas besoin de plus, c'est assez suffisant, c'est assez bien. Et du coup, j'ai hâte de lire les 2 prochains tomes pour voir ce qu'ils vont nous proposer. En tout cas, on peut vraiment voir que tous les deux ont une admiration profonde l'un envers l'autre. Et franchement, j'adore. C'est vraiment un très bon duo. Et puis les dessins sont vraiment jolis. J'aime beaucoup. Regardez-moi ce genre de double page toute mignonne. C'est trop chou. On passe ensuite au tome
5 à 12 de Blue Period, une de mes séries coup de cœur. Je vais vous montrer les covers rapidement, qui sont vraiment incroyables à chaque fois, j'aime beaucoup. Voilà, et du coup, Blue Period, c'est édité chez Pika le 6 octobre 2021 pour le tome 5. C'est un seinen et l'œuvre est en cours actuellement. Et écoutez, Blue Period, ça a vraiment été un vrai coup de cœur pour moi. J'aime beaucoup l'univers de l'art en général, de manière vraiment très très générale. Mais quand ça touche au dessin, c'est vrai que c'est assez particulier pour moi. Voilà, je dessine également et c'est vrai que je sais pas, c'est un sujet qui me touche particulièrement et là c'est vraiment très très bien maîtrisé. Alors dans cet tome-ci, on a Yatora qui passe les épreuves pour entrer à Geidai, qui est une université prestigieuse des arts de Tokyo. Et du coup, on le voit passer ses épreuves et franchement, en fait, ce manga, je trouve qu'il arrive à nous transmettre des émotions extrêmement fortes. Alors je sais pas si c'est parce que le sujet me touche particulièrement, je sais pas si d'autres personnes qui seront peut-être de nature moins intéressées par l'art ou autre ressentira ce genre d'émotion, mais j'ai envie de penser que oui, parce que vraiment l'œuvre fait en sorte de nous mettre vraiment dedans, de nous transmettre ses émotions, ses pensées, vraiment tout. Et franchement c'est une petite pépite. On a du coup Yatora qui fait de son mieux, qui va même tomber un petit peu malade. Son corps va totalement flancher, mais il va pas lâcher l'affaire, il va tenir bon. Et il va réussir. Il va réussir du premier coup, du coup, à entrer à Geidai. Alors qu'il part de rien, le petit, hein. Le petit part de rien de base. Il faisait pas de l'art depuis tout petit ou autre. Il s'est lancé un petit peu après tout le monde, on va dire. Et il a réussi à monter les échelons. Et là, il a fait un truc de fou. Alors, pour entrer dans cette université, c'est pas gagné, hein. C'est très restreint, on va dire, l'entrée. Et c'est super rare qu'un mec comme ça arrive à y rentrer du premier coup. Surtout quelqu'un comme lui qui est arrivé un petit peu après la guerre dans le monde de l'art et qui a encore quelques lacunes. Il a vraiment fait un coup de maître et franchement, ben, félicitations à lui en fait. Quand on attendait les résultats pour savoir s'il avait réussi ou pas, franchement j'étais aussi stressée que si c'est moi qui attendais des résultats. Franchement, l'œuvre te transmet des émotions incroyables. Et du coup ensuite on a un nouvel arc où il est du coup à l'université. Et en fait ce qui est super triste, c'est de voir à quel point il ne se sent pas légitime d'être entré dans cette école. On va voir certains de ses camarades qu'on a suivis depuis le début ont échoué. Et il y en a qui vont complètement abandonner l'idée de repasser une année. D'autres vont s'accrocher et on les reverra plus tard. Et Yatora, dans ce tas, il a réussi à passer du premier coup et il se sent pas du tout légitime. Et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Bon, même si c'était déjà très sérieux hein, en général. Mais ce qui est assez horrible, c'est de voir à quel point cette œuvre reflète la réalité de ce genre d'études. Alors, entrer dans des écoles d'art en général, c'est pas simple, c'est pas évident. Et c'est des gens vachement cruels en général, je trouve personnellement. C'est assez horrible en fait. Et là, dans cette œuvre, ils vont vraiment nous montrer à quel point les profs, les examinateurs ou autres peuvent être des pourris sans nom. Il y a des fois où Yatora va se faire descendre, mais d'une force. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être aussi méchant. C'est limite gratuit à certains moments. Alors, d'accord, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. D'accord, il a peut-être mal compris. D'accord, c'est peut-être pas spectaculaire. Mais il y a une façon de dire les choses, je trouve. Et vraiment, ça m'a fait trop mal au cœur en fait de voir Yatora aussi touché, le voir pleurer, le voir à bout, le voir démotivé comme ça. Ça fait vraiment mal au cœur. Il y a des fois, il essaye de faire de son mieux. Et quand on le voit se faire descendre comme ça, c'est juste horrible. Vraiment, l'attitude des profs, de certains profs,
elle est juste dégueulasse en fait. Et c'est vrai que ça peut en rebuter beaucoup, hein. Mais malgré le fait que Yatora est presque flanché, il arrive toujours à se relever plus ou moins. Même s'il y a des fois où voilà, il a des petits coups de mou, où il met un petit peu de côté l'art, il y retourne toujours et il fait toujours de son mieux. Le seul petit point un petit peu négatif avec Yatora, c'est que voilà, il est rentré dans cette école et alors oui, il s'est fait lyncher par pas mal de profs, certes, mais il manque vraiment de confiance en lui et c'est pas juste pour ceux qui n'ont pas été pris dans cette école en fait et qui rêvaient potentiellement d'y rentrer. C'est que en fait il se sent pas légitime, il y a un manque de confiance en lui et tu te dis mec, t'es rentré du premier coup, c'est que t'es pas si mauvais que ça quand même, il y a quelque chose. Alors t'es peut-être pas parfait, de toute façon on n'est pas parfait et il y aura toujours mieux que soi. Ça c'est universel, il y aura toujours mieux que nous pour n'importe quoi. Yatora lui il se descend beaucoup et le seul truc aussi un petit peu embêtant avec Yatora, c'est que quand il faut un exercice, on va dire, il est très buté dans son idée. Il a du mal à s'ouvrir en fait. Je sais pas trop comment expliquer, mais il a du mal à s'ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres propositions, à d'autres choses. Il comprend pas même des fois. Et après, finalement, il finit par comprendre et tout. Mais c'est vrai qu'au départ, il reste focus sur une sorte d'idée et il a du mal à s'ouvrir. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce qu'en fait, c'est toujours pareil à ce moment-là. Il est fermé d'esprit, il a du mal à se projeter sur d'autres choses. Et ça l'énerve un peu, il comprend pas trop. Puis finalement, il va voir des expos, il va rencontrer des gens ou autres. Ça va lui ouvrir les yeux. Donc après, il va faire quelque chose de génial. Et puis après, on retourne sur cette boucle où il va faire autre chose et puis il va pas comprendre. Et voilà. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est vrai que tu te dis, Yatora, à un moment, ouvre-toi un petit peu plus. T'es trop sectaire des fois. Mais ça va parce qu'il finit toujours par s'ouvrir, par comprendre, par rencontrer de nouvelles choses, de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles expos, des musées et tout. Et ça lui ouvre vraiment ses horizons. Et heureusement, même ses amis, hein, même les gens autour de lui, parce que y a des fois, t'as envie de le secouer un petit peu. Mais sinon, de manière générale, c'est super intéressant. C'est très instructif aussi. On apprend plein de choses sur l'art en général. Il ne va pas toucher qu'à la peinture à huile, alors que c'est sa spécialité, hein. Ils vont faire de la mosaïque, une sorte de sculpture et tout. Enfin, vraiment, ils vont toucher à pas mal de choses, à des objets. Il va même faire une sculpture en Lego et bien d'autres choses. Et c'est très intéressant. Un petit peu perturbant vu qu'il est en spécialité peinture à huile. Parce que finalement, là, de ce qu'on a vu depuis qu'il y est, il y touche pas tant que ça à cette spécialité-là, je trouve. Mais ça lui ouvre quand même d'autres portes, d'autres horizons. Et c'est cool. Ça permet à Yatora de découvrir d'autres choses dans l'art, parce que l'art c'est tellement vaste et il y a tellement de choses à faire. Et c'est vrai que sur ce coup-là, c'est plutôt intéressant. Et là où j'en suis maintenant, il est en deuxième année et c'est vrai qu'il a un petit peu perdu le garçon, il va rencontrer de nouvelles personnes. Des fois, je me demande si Yatora va vraiment finir ses années d'université. Il y a des fois, j'ai un petit peu peur, je sais pas trop où il veut aller. Il est assez influençable hein, d'une manière générale aussi, je trouve, Yatora, de temps en temps. Donc c'est vrai que je sais pas trop où est-ce qu'il va aller, mais en tout cas c'est très intéressant de le suivre, c'est très touchant. Et franchement, il y a eu plein de fois où j'ai eu les larmes aux yeux, où j'ai pleuré, où j'ai été touchée, parce que vraiment l'œuvre nous fait ressentir des choses, mais c'est juste incroyable. C'est triste par contre, il y a certains persos qu'on voit plus trop et que j'aimerais bien voir, mais c'est compliqué de trouver la place pour les mettre parce qu'il y a tellement de choses à dire, à montrer dans le domaine de l'art que c'est vrai que certains personnages sont un peu mis de côté, mais il y a quand même certains développements et ça c'est cool. Malgré le fait qu'il y ait certains personnages qui disparaissent un petit peu, même si je pense qu'on les reverra plus tard, bah ceux-là ils sont quand même assez développés quand on les voit apparaître, ou même dans le passé. Ils ont été assez développés et c'est bien parce que du coup ça touche pas que Yatora, tout ce qui est autour a un développement et ça c'est vraiment bien foutu, c'est très intéressant et ça renforce encore plus le fait que l'œuvre a une très bonne construction et ça nous fait vraiment nous attacher à
tout l'univers et à tous les personnages qui entourent l'œuvre. Et ça, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment top. Donc là, j'ai juste trop hâte de lire la suite, de suivre les aventures de Yatora et voir jusqu'où il va aller et ce qu'il va finir par faire de sa vie en fait grâce à ses études. Donc hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, j'aime toujours autant les dessins, je trouve qu'ils aident vraiment à nous transmettre les émotions dont je vous parle tant. Il y a certaines planches qui prennent vraiment au trip, je trouve. Et même les parents de Yatora, ils sont à fond pour le soutenir et c'est trop chou. Surtout sa mère, elle regarde même des émissions sur l'art et tout, elle lit des livres. Franchement, ça fait trop plaisir de voir à quel point ses parents le soutiennent. Donc, trop hâte de lire la suite. Et pour terminer ce bilan lecture de la semaine, j'ai lu les tomes 5 à 8 de La Gameuse et son chat. Alors, La Gameuse et son chat, c'est édité chez Doki Doki le 6 octobre 2021 pour le tome 5. C'est un shonen et l'œuvre est terminée en 8 tomes. En plus, c'est une petite série en 8 tomes. C'est pas trop, c'est pas assez. Vraiment, les 8 tomes, ils sont bien parce qu'on voit plein de choses différentes. Et c'est super intéressant. Le titre de l'œuvre, ça aurait plutôt dû être La Gameuse et ses chats parce que elle se retrouve assez vite avec 2 chats, donc c'est vrai que c'est un petit peu triste d'en nous mettre un dans le titre. Bon, elle commence avec un chat évidemment, mais elle en prend vite un deuxième, donc voilà. Bon, c'est un petit détail, hein. Donc La Gameuse et son chat, c'est tout simplement une femme, hein, une femme qui travaille de manière classique, mais elle est ultra accro aux jeux vidéo, et du coup, dès qu'elle rentre du travail, dès qu'elle finit à 17h pile, elle finit à 17h pile, elle rentre chez elle. De toute façon, elle est ultra efficace au boulot, donc elle n'a pas besoin de faire d'heures sup. Et quand elle rentre chez elle, elle geek à fond, elle joue à plein de jeux vidéo. Et du coup, un jour, ils vont trouver un chaton et elle va finir par l'adopter. Au départ, elle n'y connaît rien du tout, donc elle va apprendre. Et là, dans cet homme-là, du coup, petit à petit, elle se retrouve avec 2 chats. Donc un mâle et une femelle. Et on va la voir, en fait, s'occuper de ses chats, les découvrir encore et encore, découvrir ce que ça fait d'avoir un chat, et on va juste suivre des petites tranches de vie où on a une maîtresse et ces 2 chats qui vivent des situations que nous propriétaires de chats, connaissons bien. Donc c'est vrai que c'est assez agréable, c'est une lecture très chill, très douce et elle fait vraiment plaisir, elle fait vraiment du bien au cœur. Si on veut une petite lecture toute mignonne sans prise de tête, franchement, foncez sur ce manga, il est vraiment cool. Et franchement, moi comme je suis déjà une grosse joueuse de jeux vidéo également, je me reconnais dans cette œuvre à 1000%. Les situations en fait à laquelle notre héroïne fait face, ça me fait trop penser à moi des fois. Alors déjà que les chats ont des attitudes plutôt normales de chat, et voir notre héroïne imaginer certains trucs en mode jeu vidéo, ça amplifie le fait que je m'identifie à elle et c'est trop drôle. Elle joue à plein de jeux différents, notre héroïne, elle joue à des RPG, elle joue à des jeux d'action, des jeux d'infiltration, des jeux assez chill, des jeux de rythme, elle joue vraiment à tout, même des jeux d'horreur. Et c'est vrai que je me reconnais assez bien en elle parce que quand je joue à des jeux vidéo, j'ai une palette assez grande, hein. J'aime vraiment un petit peu tout dans les jeux vidéo sauf les jeux de sport. Mais sinon, c'est vrai que je suis assez ouverte sur les jeux vidéo en général. Et ces petits chats, on suit des situations que nous connaissons bien. Par exemple, quand on achète des petits coussins, des petites merdes, vous voyez, pour que les chats s'installent dessus, les chats, ils vont tout sauf s'installer dessus, évidemment. Ils vont même préférer parfois les cartons. Génial, ça vaut la peine de dépenser des sous pour eux des fois. Ou le fait que ça soit dur parfois de les emmener chez le veto, hein, de les rentrer dans les caisses de transport. On dirait parce qu'ils savent pertinemment qu'on va les emmener dans un endroit qu'ils aiment pas et c'est fou.
ou quand ils voient leur reflet dans un miroir et qu'ils ont soit peur ou soit qu'ils sont assez intrigués. Notre héroïne, elle essaye même à un moment une application pour les chats où en fait quand ils miaulent, apparemment ça traduit ce qu'ils disent, mais c'est des conneries. Mais c'est une application qui existe vraiment et je l'ai vraiment déjà utilisée pour rire. Enfin, c'est vraiment en fait des situations, à chaque fois je me retrouve dedans et c'est hilarant en fait. Voilà, si vous avez des chats, je pense que l'expérience elle est encore meilleure parce que du coup vous allez vraiment vous sentir concerné par l'œuvre. Alors même si vous n'avez pas de chat, hein, c'est pas grave, ça reste super cool à lire. Et vous en apprendrez plus, hein, mine de rien, sur les chats, parce qu'il y a beaucoup de vérité, c'est assez instructif finalement. C'est très cliché, mais c'est vrai, parce que alors tous les chats réagissent un petit peu différemment, mais avec ces deux chats, on a un petit peu deux cas de figure différents parfois. Genre par exemple, elle a un de ses chats qui apprécie se faire laver. Et il y a un de ces chats qui déteste ça. Et à la maison, par exemple, j'ai un chat qui déteste pas l'eau et les autres qui sont totalement effrayés et dégoûtés de l'eau. Enfin, voilà, c'est que des trucs comme ça. C'est très instructif finalement et c'est super plaisant à lire. J'ai passé un trop bon moment. Et à chaque fin de chapitre, on a une petite page ou une page et demie où on voit qu'est-ce que pense le chat en fait, qu'est-ce qu'il a dans la tête de son côté. Et c'est assez marrant, parfois ça n'a rien à voir. Vraiment c'est drôle. On passe un bon moment, c'est doux, c'est agréable, c'est rigolo, c'est rempli de vérité. Et voilà, pour une petite lecture agréable et rigolote, franchement je vous le conseille. Si vous aimez les animaux, foncez, c'est juste top. Et même la fin je l'ai trouvée un petit peu touchante en fait. Je vous en dis pas plus, hein, franchement, lisez l'œuvre. Mais moi personnellement, j'ai passé un trop bon moment. Et j'étais même triste en fait que ce soit la fin de l'œuvre. Je pense qu'il y aurait peut-être eu moyen de raconter 2 ou 3 autres vérités. Mais voilà, vaut mieux pas pousser trop loin non plus. Après, ça peut peut-être être lassant. Mais là, franchement, c'est le nombre de tomes parfait. Et c'était super divertissant, c'était super mignon, j'ai adoré. Et ce petit trio va vraiment me manquer en fait. Alors, les dessins ne sont pas incroyables, je trouve, au niveau des humains. Par contre, les chats sont super mignons. Et regardez juste moi ça, c'est hyper drôle. Ouais, voilà, vous voyez, il y a aussi ce genre de situation où les chats, quand ils voient des bestioles, ils font un petit bruit bizarre, un petit claquement. Et c'est vrai que quand j'ai vu ma femelle faire ça la première fois, ça m'a trop perturbée. Mais c'est que ça en fait, l'œuvre. Ça nous montre que des vérités sur ce que c'est d'avoir un chat dans notre vie. Et c'est juste top. Vous voyez, au niveau des visages humains, je trouve ça moins sympa. Je trouve que les chats ils sont trop bien dessinés, qu'ils sont trop mignons. Mais au niveau des humains, je trouve ça très moyen. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan lecture de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews que je vous publie chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée!